Bien, chers étudiantes et étudiants, bonjour à nouveau, pour une nouvelle séance, donc celle du lundi 11 janvier 2021 et qui, comme d'habitude, on va la répartir bien sûr sur 4 ou 5 vidéos. Très bien. Alors, un petit rappel en 2 minutes de ce qu'on a fait principalement la dernière fois. Désolé pour la voix parce que bon, je suis un petit peu enrhumé, mais bon, on va essayer de faire avec. Donc, je disais que la dernière fois, on s'est intéressé à la loi de l'utilité marginale décroissante et on a vu que il implique tout simplement que à mesure que le consommateur augmente sa consommation, eh bien, le supplément d'utilité qu'il va ressentir, qu'il va obtenir, il va être de moins en moins important. Et ce supplément d'utilité, on l'appelle bien sûr l'utilité marginale. Donc, c'est la raison pour laquelle elle est décroissante. Très bien. Alors, cette loi d'utilité marginale décroissante, elle est très très importante parce que d'après ce qu'on a déjà vu, mais d'après ce qu'on va voir par la suite aussi, vous allez en prendre conscience. Mais déjà, on avait montré effectivement que plusieurs implications de cette loi de l'utilité marginale décroissante. Premièrement, donc l'utilité marginale détermine l'évolution de l'utilité totale. Effectivement, on a vu que par définition, donc l'utilité marginale, qu'est-ce qu'elle mesure? En réalité, elle mesure la variation de l'utilité totale. De combien varie l'utilité totale? Ça peut augmenter, ça peut baisser. Alors, quand est-ce que ça augmente, quand est-ce que ça baisse? Eh bien, lorsque l'utilité marginale est positive, donc la variation de l'utilité totale est positive et par conséquent, l'utilité totale est croissante. À l'inverse, lorsque l'utilité marginale elle est négative, la variation de l'utilité totale elle est négative et forcément donc l'utilité totale baissera, donc il sera décroissante. Et enfin, lorsque l'utilité marginale est égale à 0, la variation est égale à 0. Donc, quand est-ce qu'on a une variation qui est nulle? Lorsque on a une constante. Et donc l'utilité totale a une valeur constante et en général, elle est constante lorsqu'il atteint son maximum. Très bien. Deuxième implication aussi, toujours en rapport avec l'évolution de l'utilité totale, on a vu aussi que l'utilité marginale, lorsqu'elle est positive, est décroissante. L'utilité totale, elle est croissante, mais à un rythme qui est ralenti. C'est-à-dire qu'elle continue toujours d'augmenter, même si le supplément que j'obtiens est de plus en plus faible, mais ça me permet toujours d'augmenter l'utilité totale avec donc des valeurs de plus en plus petites. Donc un rythme qui est ralenti. Très bien. Deuxième grande implication, c'est que, contrairement à l'idée reçue, c'est consistant à croire qu'il suffit d'augmenter toujours sa consommation d'un bien pour avoir toujours plus d'utilité, plus de satisfaction, eh bien, ce n'est pas illimité, c'est pas de manière, je dirais, indéfinie. Donc, il y a une limite à ne pas dépasser. Pourquoi? Parce que justement, l'utilité marginale, elle est décroissante. Et quand elle est décroissante, il arrive un moment où il devient égal à 0. Et quand il est égal à 0, ça veut dire que c'est le moment de s'arrêter. Parce que si on dépasse ce stade-là, ce seuil, qu'est-ce qui se passera? L'utilité marginale deviendra négative. Et si on continue à consommer, on va avoir l'effet inverse. Au lieu d'augmenter notre satisfaction, on va la faire baisser. C'est la raison pour laquelle, donc, il y a un seuil, une limite, un plafond. Donc de consommation à ne pas dépasser, ce qu'on a appelé aussi la quantité optimale du bien à consommer dans l'approche cardinale, d'accord? Très bien. Donc, troisième implication, c'est qu'il y a une relation inverse entre la quantité disponible d'un bien et sa valeur, ou si vous voulez, son prix sur le marché. Et effectivement, on l'a vérifié à travers les exemples qu'on a développés la dernière fois, c'est que plus je vais consommer d'un bien, plus l'utilité marginale deviendra décroissante, donc on applique la loi, et par conséquent, donc puisque le supplément d'utilité que j'obtiens il est de moins en moins important, pourquoi je vais payer plus cher? Donc je vais payer moins cher. Donc le prix ou la valeur que j'accorde au bien, il va être de moins en moins important. Donc c'est la raison pour laquelle plus je consomme d'un bien, moins il a de valeur à mes yeux en tant que consommateur. Donc il y a une relation inverse. Lorsque la quantité elle est très élevée, disponible d'un bien au consommé très élevée, l'utilité marginale sera très faible. Et inversement, si la quantité disponible au consommé d'un bien ou d'un service elle est faible, donc l'utilité marginale sera au contraire très élevée. Et justement, c'est grâce à cette relation inverse qu'on a expliqué ce qu'on appelle le paradoxe de la valeur. C'est la quatrième implication de la loi de l'utilité marginale décroissante. Rappelez-vous-en, donc les économistes classiques, ils ont remarqué que les biens ou les services qui sont les plus utiles, donc pour les consommateurs dans leur vie quotidienne et tout le temps, eh bien, leur prix sur le marché, elle est peu élevée, elle est moins chère. Et à l'inverse, les biens qui sont moins utiles ou peu utiles, ce sont les plus chers.
Et donc, il disait que ce n'est pas normal, et même les gens maintenant, lorsque tu les mets dans ce genre de situation, ils te disent que c'est injuste carrément. Donc, alors qu'en fait, il s'agissait d'une erreur de raisonnement qui a été commise par les économistes classiques, à savoir que ils ont lié le prix sur le marché d'un bien ou d'un service, à quoi? À l'utilité totale. Et donc forcément, si vous avez un bien comme l'eau qui est très utile, qui est même indispensable à la survie, forcément son utilité totale est très élevée, il devrait avoir un prix très cher. Or, sur le marché, son prix, elle est très faible. Et donc, les économistes classiques ne comprenaient pas. Alors qu'un bien comme le diamant, qui est peu utile, d'accord, son utilité totale est très faible, bah, contrairement à leur raisonnement, eh bien, il a un prix qui est plus cher. Donc, il disait qu'il y a quelque chose qui est anormal. Et en réalité, les économistes néoclassiques vont arriver et vont dire non, attention, messieurs les classiques, vous avez commis juste une petite erreur de raisonnement. Le prix sur le marché ou la valeur d'un bien ne dépend pas de l'utilité totale, elle dépend de l'utilité marginale. Et quand on utilise l'utilité marginale comme base, d'accord, du prix ou de la valeur sur le marché, ce qu'on appelait la valeur d'échange, eh bien, le paradoxe disparaît, il n'y a plus de contradiction. Effectivement, si on reprend et on revient à l'exemple de l'eau et du diamant, l'eau, c'est un bien qui est abondant, donc sa quantité disponible est très élevée. Relation inverse avec l'utilité marginale, donc celle-ci, elle va être faible. Et puisque l'utilité marginale détermine la valeur dans le même sens, donc le prix aussi, il va être faible. Tout simplement. Au contraire, le diamant dont la quantité disponible en général elle est très rare, bah, son utilité marginale sera très élevée, donc son prix sera plus cher. Et donc, il n'y aura plus de contradiction avec ce qu'on observe dans la réalité. Donc, on avait terminé sur ça. La valeur ne dépend pas uniquement de l'utilité, elle dépend de l'utilité et de la rareté. Et c'est ça qui explique pourquoi parfois des métiers qui sont pas forcément très utiles, ils ont un salaire où ils permettent à leurs pratiquants, bien évidemment, d'avoir un salaire très élevé parce qu'ils sont rares, hein, justement, les gens qui peuvent exercer ou pratiquer ce métier, et sont très rares. Et donc, ça explique pourquoi leur salaire est très élevé. La même chose pour les biens et services, hein, donc que vous trouvez sur le marché. Très bien. Alors, on va continuer un petit peu pour terminer sur cette section. En réalité, hein, donc quand on parle de l'utilité marginale, hein, donc vous avez le terme marginal, c'est l'application du raisonnement, hein, donc ce qu'on appelle marginaliste. Et le raisonnement marginaliste ne s'applique pas uniquement à l'utilité, donc ça s'applique à beaucoup d'autres choses. Et c'est ce qu'on va un petit peu essayer de généraliser. Il faut savoir que l'école néoclassique, si on vous pose la question, qu'est-ce qui distingue les économistes néoclassiques des économistes classiques? Eh bien, la première chose qui nous vient à l'esprit toujours, c'est le raisonnement, le mode ou la nature du raisonnement. Et effectivement, hein, donc les néoclassiques, ils ont introduit pour la première fois dans l'histoire de la science économique un type de raisonnement qui n'était pas utilisé avant par les autres économistes, qu'on appelle le raisonnement marginaliste. D'ailleurs, hein, donc l'école néoclassique aussi, on l'appelle l'école marginalistes, ou aussi on appelle leur école, leur pensée, la révolution marginaliste, parce qu'ils ont réellement révolutionné, hein, donc le mode de raisonnement en sciences économiques. Donc aujourd'hui, si vous le voulez bien, donc on va continuer en développant un petit peu ce concept de raisonnement marginal, ou si vous voulez ce qu'on appelle le courant marginaliste ou le marginalisme, d'accord? Le marginalisme. Donc le marginalisme, c'est un courant de pensée, tout simplement néoclassique, ce qu'on appelle pensée de l'école néoclassique, d'accord? Qui a révolutionné, d'accord? Qui a révolutionné la pensée économique, ou la façon de penser les phénomènes économiques. Alors bien sûr, il y a plusieurs aspects, hein, donc de cette révolution, hein, donc si vous voulez, mais comme on n'a pas le temps, donc parce que là ça relèverait plutôt du cours de l'histoire de la pensée économique, on va juste retenir deux aspects qui nous intéressent ici. Okay, qui sont très utiles pour notre cours de microéconomie, notamment la théorie du choix du consommateur. Alors, cette révolution, d'accord, a introduit en quelque sorte une rupture, hein, c'est-à-dire qu'on a changé notre façon de faire de la science économique par rapport à ce qui était convenu lorsque l'école dominante, c'était l'école classique, bien sûr, Adam Smith, David Ricardo et les autres, d'accord. Alors, deux
points, ou si vous voulez, très importants, principaux points, sur lesquels donc, on reconnaît un petit peu cette révolution marginaliste. Donc, il y a la théorie de la valeur utilité, la théorie de la valeur utilité. Ils ont changé la théorie de la valeur, si vous voulez. OK. Et vous avez aussi le raisonnement à la marge. Le raisonnement à la marge. C'est-à-dire la façon de faire le calcul économique ou le raisonnement économique. OK. Très bien. Donc, l'école néoclassique, je répète, il a révolutionné la pensée économique sur 2 points principaux. Il y en a d'autres, bien évidemment, mais bon, on va se concentrer uniquement sur ces 2 points. La théorie de la valeur, ils ont changé la théorie de la valeur, ils ont changé le mode de raisonnement. Alors, comment ils ont changé la théorie de la valeur? Très bien. Concernant la théorie de la valeur. Très bien. Alors, avant, avec les classiques, avec les économistes donc classiques, on utilisait ce qu'on appelait, la théorie de valeur-travail. Je crois que vous aurez peut-être l'occasion de développer ça dans le cours d'introduction à l'économie. Donc, la théorie de la valeur-travail. Alors, selon cette théorie, la valeur d'un bien, ok. Alors, est-ce que c'est visible? C'est bon. Donc, la valeur d'un bien, F, ça veut dire fonction, est fonction de la quantité de travail. Quantité de travail de quoi? La quantité de travail nécessaire à sa production. Nécessaire à sa fabrication, si vous voulez. C'est la même chose. Ok. Donc la valeur d'un bien dépend de la quantité, ou si vous voulez, de la durée des heures de travail nécessaires à sa fabrication. Et forcément, plus un bien exigera donc beaucoup plus de temps de travail, plus sa valeur sera élevée, c'est-à-dire il va être plus cher sur le marché. Et inversement, lorsque vous avez un bien dont la durée de travail elle est très courte, donc là son prix il va être bien sûr plus faible. Ok. Très bien. Donc, la valeur travail, ça veut dire que quand je parle de la valeur, c'est-à-dire le prix sur le marché, la valeur d'échange, eh bien, le prix d'un bien sur le marché dépend du nombre d'heures nécessaires à sa fabrication. OK? Alors, si vous voulez, si je prends un exemple, donc là, imaginons que une table, d'accord, la durée de fabrication, c'est... Imaginons que c'est, je sais pas, on va prendre un exemple au hasard, 5 heures. Ok? Très bien. J'ai une chaise. Ok? La durée de fabrication, imaginons, c'est égal à 3 heures. Ok? Très bien. Donc là, si je cherche le prix de la table, selon la valeur travail, ok, de la table, donc est égal à 5 heures, ok. Imaginons que le prix d'une heure de travail, c'est 100 dirhams. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur travail de la table est égale à 5 heures fois 100 dirhams. Ça fait 500 dirhams. Et la valeur travail de la chaise, si vous voulez, sera égale à 3 heures, pareil, fois 100 dirhams. Ça sera 300 dirhams. Et comme ça, donc les économistes classiques, ils obtenaient donc les prix normalement, donc des différentes marchandises, des différentes commodités. Très bien. Alors, on peut aussi établir une relation entre la table et la chaise. Si j'ai une table, combien je peux l'échanger contre une chaise, d'accord? C'est ce qu'on appelle les prix relatifs, mais bon, c'est pas notre objectif ici. Donc voilà, ce qu'il faudrait retenir, c'est que la valeur, le prix d'un bien dépend de la quantité de travail. Et donc, ça, c'était pour tous les consommateurs. Donc, pour tous les consommateurs, une table vaut 500 dirhams, une chaise vaut 300 dirhams. Donc, tous les consommateurs sont prêts à payer le même prix.
Et donc, c'est la raison pour laquelle on disait que la valeur travail, c'est une valeur objective. Ça veut dire qu'il ne varie pas d'un consommateur à un autre, d'une personne à un autre. Donc, c'est la même valeur pour tous les consommateurs. Et donc, la théorie de la valeur travail était considérée comme une théorie objective. C'est considéré comme une théorie objective de la valeur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire objectif? Ça veut dire la même valeur pour tous, c'est-à-dire tous les consommateurs, bien évidemment. Très bien, donc les économistes néoclassiques, ils vont critiquer en fait cette conception, donc cette théorie de la valeur travail, ils vont dire en fait non, la valeur d'un bien ne dépend pas de la quantité de travail, elle dépend de l'utilité. Parce que si on raisonne uniquement en termes de quantité de travail, eh bien, à chaque fois qu'il y a, imaginons qu'on a un travailleur qui est inefficace, c'est-à-dire qu'il est un peu paresseux ou il n'est pas très compétent, etc. Et que pour produire donc la table normalement qui nécessite 5 heures, lui, il va la produire en 10 heures. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, si j'applique la valeur travail, ben, la valeur de cette table ne sera pas égale à 5 heures fois 100 dirhams comme on l'a fait ici, à 500 dirhams. Il va être plus cher. C'est-à-dire que je vais prendre 10 heures par exemple, lui il a mis 10 heures, fois 100 dirhams, ça fait 1000 dirhams. Et donc au lieu d'acheter la table à 500 dirhams, je vais l'acheter à 1000 dirhams. Non pas parce que la table est différente, c'est la même table, mais parce que le producteur, là, le travailleur, il est inefficace. Et donc je vais payer plus cher parce qu'un travailleur, il est inefficace, si j'applique la valeur travail. D'accord? Et donc, c'est ça qui a poussé les néoclassiques un petit peu à rejeter, à abandonner ce concept de valeur qui est basé sur la quantité de travail. Et à l'inverse, donc si vous avez un travailleur qui est très très efficace, qui est très compétent, et donc au lieu de te faire une table dans 5 heures, il va la faire en 2 heures, bah tu vas lui payer combien? 200 dirhams. D'accord? Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas le payer moins cher. Et donc là, tu vas peut-être le pénaliser. C'est-à-dire que lui, il a réussi un petit peu à raccourcir le temps de travail nécessaire à la fabrication. Et pour le récompenser, bah, au lieu de peut-être lui donner plus, donc tu vas lui donner moins. Donc, si les travailleurs savent ça à l'avance, donc ils ne vont pas effectivement réduire le temps de travail nécessaire pour la table. Au contraire. Donc, ils ne vont pas innover, ils ne vont pas développer leurs compétences, etc. Parce que plus ils vont développer leurs compétences, plus ils vont réduire le temps de travail. Et s'ils réduisent la durée de travail, ils vont réduire la valeur de leurs marchandises et par conséquent, donc ils ne vont pas être motivés, incités à le faire. Et donc, on va renoncer à l'innovation, au développement donc de produits plus compétitifs, etc. Et donc, ça va être malheureusement négatif ou défavorable à l'économie ou au développement de l'économie. Et donc, c'est pour toutes ces raisons-là que, effectivement, les économistes néoclassiques, ils vont dire non, la valeur travail, c'est enfin, ce n'est pas un bon critère pour déterminer la valeur des biens sur le marché. Très bien. Alors, les néoclassiques, ils vont remplacer ça. D'accord? Donc, les néoclassiques vont remplacer, tout simplement, la valeur travail par la valeur utilité. Ok, ils vont remplacer la valeur travail par la valeur utilité. Ok, très bien. Pour les raisons que je viens d'évoquer, mais aussi parce qu'il estime effectivement que le prix que vous êtes prêt à payer sur le marché en tant que consommateur, il dépendra bien sûr de la satisfaction que vous allez retenir, que vous allez tirer de la consommation de ce bien. Et donc, ça ne dépend pas de ce que l'entreprise a mis de temps pour le fabriquer, etc. Ça, on s'en fout. Donc, qu'il soit long ou court, ça, c'est le problème de l'entreprise. Moi, mon problème en tant que consommateur, c'est pas la durée qu'a nécessité la fabrication d'un ordinateur ou d'une voiture ou d'une chaise ou d'une table. Ce qui m'intéresse en tant que consommateur, c'est quand je vais payer mon argent, c'est qu'est-ce que je vais récupérer, qu'est-ce que je vais obtenir comme satisfaction. Et donc, c'est logique aussi que plus je vais obtenir de satisfaction, plus je suis prêt à payer un prix plus élevé. Donc, la valeur dépend de l'utilité, non pas de la durée de fabrication, de la quantité de travail. Ok? Très bien. Donc, elle dépend de la valeur de l'utilité. Par conséquent, donc, si tu prends le prix d'un bien,
quel que soit, ou la valeur d'un bien. Donc, ça sera fonction de son utilité. Et bien évidemment, hein, donc, ça sera fonction de l'utilité marginale, comme on a expliqué donc, tout à l'heure. Parce que c'est l'utilité marginale qui détermine la valeur d'échange ou le prix sur le, pardon, sur le marché. Alors, dans ce cas-là, donc le même bien, ok, peut avoir deux valeurs différentes, ok, pour deux consommateurs différents. Donc, si tu prends le même bien et tu le mets à la disposition de deux consommateurs différents, c'est pas automatique qu'ils aient ou ils donnent le même prix. Donc, ils peuvent avoir deux valeurs différentes, c'est-à-dire deux prix différents. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur varie, la valeur d'un bien, évidemment, varie d'un consommateur à un autre. Et par conséquent, donc on dit que la théorie de la valeur, en fait, elle est subjective. Donc la théorie de la valeur utilité, comme on a déjà donc utilisé ce concept, la théorie de la valeur utilité, ben, elle est subjective. Donc, je prends donc un ordinateur ou deux ordinateurs, même caractéristiques, identiques, et je pose la question à deux consommateurs différents. Et imaginons qu'ils n'ont pas de problème de pouvoir d'achat, ils ont le même niveau d'argent, le même montant d'argent. Je leur pose la question, combien vous êtes prêts à payer pour acheter cet ordinateur? Donc, le prix qu'ils sont prêts à payer sera en fonction de l'utilité qu'ils vont ressentir. Et donc, comme ils ont des besoins différents, comme ils ont des préférences différentes, des urgences ou, si vous voulez, des priorités différentes, donc ils ne vont pas donner le même prix, même s'il s'agit du même ordinateur. Donc, la valeur du premier consommateur, ou le prix donc, du premier consommateur sera différent du deuxième ou celui du deuxième consommateur. Donc, le prix ou la valeur, on dit qu'ils sont subjectifs. La valeur, elle est subjective. Donc, voilà la première rupture, hein, donc la première innovation qui a été apportée par les économistes néoclassiques. Donc, on remplace la valeur travail, donc la valeur qui est basée sur la quantité de travail, par la valeur qui est basée sur l'utilité. Donc, le prix sur le marché dépend hein, justement de cette utilité. Deuxième donc rupture, si vous voulez, eh bien c'est le raisonnement ou le mode de raisonnement. Le raisonnement à la marge, ce qu'on appelle aussi le raisonnement marginaliste. Un raisonnement marginaliste. Le raisonnement marginaliste. Très bien. Donc, on va expliquer un petit peu de quoi on parle. Alors, pour bien comprendre le raisonnement marginaliste, donc je vais peut-être vous expliquer les autres modes de raisonnement. Alors, de manière générale, on a trois modes de raisonnement, d'accord? Il y a le mode de raisonnement, on va dire, global. Hein, donc, et quand on parle de raisonnement, de quoi je parle ici? Eh bien, du calcul économique, ce qu'on appelle le calcul économique. Le raisonnement économique, c'est le calcul économique. Ça veut dire quoi, calcul? Eh bien, chaque fois que je suis consommateur, je suis producteur, je suis amené à faire un choix, prendre une décision. Qu'est-ce que je compare? Je compare les avantages et les inconvénients. Je suis rationnel. Donc, je compare quoi? Les avantages, ce sont les bénéfices. Et les inconvénients, ce sont les coûts. Donc, je compare les coûts et les bénéfices. Très bien. C'est ce qu'on appelle le raisonnement ou le calcul économique. Pour faire un choix, pour prendre une décision économique, les agents économiques, ils font un calcul qu'on appelle le calcul économique. C'est quoi le calcul économique? On compare les coûts et les bénéfices de chaque option, de chaque alternative, de chaque projet, de chaque bien, de chaque combinaison, etc. Très bien. Alors, trois façons de faire ce calcul ou ce raisonnement économique. Donc, soit je compare le coût global avec le bénéfice global, n'est-ce pas? Donc, ce qu'on appelle le raisonnement global. Donc, je compare le bénéfice global avec le coût global. Dans ce cas-là, si le bénéfice est supérieur au coût global, dans ce cas-là, la décision, elle est bonne, d'accord? Et au contraire, si le coût global dépasse le bénéfice global, à ce moment-là, c'est une mauvaise décision, une mauvaise option, une mauvaise alternative. Donc, je ne dois pas la prendre, je ne dois pas la choisir. Deuxième mode de raisonnement, c'est le mode de calcul moyen, si vous voulez. Donc, on utilise les moyennes. Donc, je vais comparer quoi? Le coût moyen avec le bénéfice moyen.
pareil, toujours la même règle de décision. Si le bénéfice moyen dépasse le coût moyen, c'est une bonne décision et vice-versa. Et à la fin, donc, on a ce qu'on appelle le raisonnement marginaliste, c'est-à-dire on compare le coût marginal avec le bénéfice marginal. Et comme j'ai expliqué la dernière fois, chaque fois qu'on utilise le mot marginal, ça veut dire que je raisonne par rapport à une unité supplémentaire. Donc, je compare le coût marginal, ça veut dire le coût d'une unité supplémentaire avec le bénéfice marginal, c'est-à-dire le bénéfice d'une unité supplémentaire. Et si le bénéfice marginal dépasse le coût marginal, là encore une fois, c'est un bon choix. Au contraire, si j'ai le coût marginal qui est plus élevé que le bénéfice, ben à ce moment-là, donc l'option elle n'est pas bonne pour moi, ce n'est pas une bonne décision. D'accord? Très bien. Donc, il existe, on va synthétiser tout ce qu'on vient d'expliquer, il existe donc trois modes de raisonnement économique, si vous voulez. Donc, trois modes de raisonnement. Donc, c'est-à-dire, pour faire le calcul économique, je parle du calcul économique ici. Ok. Donc, premièrement, donc, on a ce qu'on appelle le raisonnement global, ou si vous voulez total. Donc, on compare donc le bénéfice global avec le coût global. Ok, je compare le bénéfice global avec le coût global. Très bien. Et donc, la règle de décision, c'est-à-dire comment je vais prendre la décision, comment je vais choisir, est très claire. Donc, comme je viens de l'énoncer. Donc, si le bénéfice global est supérieur au coût, je mets juste ces chapeaux. Ok. Alors, dans ce cas-là, donc c'est un bon choix ou bonne décision, etc. Et à l'inverse, donc si le bénéfice global est inférieur au coût global, donc ça sera un mauvais choix ou une mauvaise alternative, mauvaise option, hein, donc comme vous voulez. Très bien. Donc, maintenant, deuxième type, raisonnement moyen, en utilisant les moyennes. D'accord ? Alors, le raisonnement moyen, bah, pareil, hein, donc c'est la même comparaison. On compare le bénéfice, cette fois-ci, au lieu de mettre global, je vais mettre moyen, tout simplement. Hein, c'est tout ce qui change. Donc, si le bénéfice moyen donc, est supérieur au coût moyen, bah, pareil, ce sera un bon choix. Ok. Si, au contraire, le bénéfice moyen est inférieur au coût moyen, dans ce cas-là, ça sera un mauvais choix. Ok. Et à la fin, donc, raisonnement marginaliste, soit à la marge, marginaliste, ou à la marge, hein, donc on l'appelle aussi à la marge. Donc, on compare quoi? Bah, toujours, on est en train de faire des comparaisons. On compare le bénéfice marginal avec le coût marginal. Ok. Alors, qu'est-ce que j'entends par bénéfice marginal, coût marginal? Eh bien, bénéfice marginal, je vais continuer ici. Enfin. Donc, bénéfice marginal, ça veut dire le bénéfice d'une unité supplémentaire. Donc, j'ai marqué bénéfice abréviation pour aller plus vite. 1, ça veut dire une unité supplémentaire. Et bien sûr, le coût marginal. Coût. Donc, c'est le coût d'une unité, pareil, supplémentaire. Ok. Voilà. Donc, pareil, la même règle de décision. On compare le bénéfice marginal. S'il est supérieur au coût
marginal. Donc, ce sera une bonne option. Donc, c'est la meilleure décision, un bon choix. Donc, bon, je vais changer un petit peu hein, pour écrire bonne option ou bon choix, comme vous voulez, parce que le choix porte sur l'option, forcément. Si le bénéfice marginal est inférieur au coût marginal, bah, à ce moment-là, ça sera une mauvaise option à ne pas choisir. Si vous voulez, ça sera un mauvais choix à éviter. Ok. Voilà donc un petit peu hein, pour vous situer et que vous compreniez un petit peu hein, donc, ce qu'on entend par raisonnement à la marge. Donc là, quand on parle de raisonnement marginaliste qui est hein, donc la marque de fabrique des économistes néoclassiques, eh qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc les individus en fait, donc si vous voulez, dans l'école néoclassique, donc là j'ai un petit peu développé les trois modes de calcul économique ou de raisonnement. Mais dans l'école néoclassique ou la théorie néoclassique, les agents économiques sont supposés. Donc on suppose déjà à l'avance, c'est pas qu'ils ont le choix entre raisonnement moyen, etc. Donc automatiquement, directement, ils sont supposés, d'accord, raisonner ou prendre leur décision, d'accord, en raisonnant à la marge, c'est-à-dire en adoptant ce raisonnement à la marge, en raisonnant directement, donc en raisonnant à la marge, c'est-à-dire en raisonnant à la marge, c'est-à-dire tout simplement ce qu'on vient d'écrire en comparant le bénéfice marginal avec le coût marginal. Okay. Et donc, l'option sera choisie si son bénéfice marginal est supérieur à son coût marginal. Il sera abandonné si le contraire, c'est-à-dire si le coût marginal qui est supérieur, bien sûr, à son bénéfice marginal. Et donc, c'est comme ça que les économistes néoclassiques, ils ont introduit hein, donc le concept aussi d'utilité marginale, où effectivement, hein, donc, quand on prend le concept d'utilité marginale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'utilité, en fait, ou la valeur dépend de l'utilité, d'accord, qu'apporte la dernière unité consommée, ou l'unité supplémentaire. Donc, la valeur, ok, dépend, ce qu'on a trouvé hein, dans le paradoxe de la valeur, donc la valeur dépend de la, ou l'utilité, si vous voulez, pardon, de l'utilité de la dernière unité consommée, ou l'unité supplémentaire consommée, la dernière unité consommée. Très bien. Alors bien sûr, on va voir après qu'il y a d'autres concepts auxquels on peut utiliser hein, donc ce concept de marginalisme, c'est-à-dire le coût marginal, le bénéfice marginal, etc. Donc c'est pas uniquement l'utilité hein, donc qui est à laquelle on applique hein, donc le raisonnement à la marge, d'accord? Très bien.